va plonger directement dans le vif du sujet et poursuivre nos échanges là-dessus. Nejma, comme je l'ai dit, il y a un appel à la grève cette semaine au sein de la CNDA des avocats, comme vous, Anaïs Lefort, mais aussi des rapporteurs. C'est un peu plus inédit parce que les rapporteurs dans cette institution, ils ne jugent pas. Ils sont chargés, on va dire, d'éclairer les débats le jour de l'audience, notamment avec des considérations géopolitiques. Et ces appels à la grève, eh bien, ils font suite à une enquête que tu as publiée dans Mediapart début septembre. Et son titre, il était plutôt explicite, on va voir. Tu parlais de pression exercée sur les juges. Les juges eux-mêmes, en fait, parlent de pression exercée sur leur travail. Une enquête, Nejma, que tu as poursuivie en vidéo pour L'air libre. Oui Mathieu, avec Bérénice Gabriel, on avait rendez-vous à la gare de Lyon pour rencontrer un magistrat de la Cour nationale du droit d'asile. Ce magistrat, je l'avais déjà interviewé lors de mon enquête. En gardant l'anonymat, il a accepté cette fois-ci d'être filmé pour alerter sur de graves dysfonctionnements. Parce que ça me semble être un sujet important. J'aime cette institution et qu'elle mérite mieux que d'être ramenée à ce genre de comportement. L'institution s'en portera, à mon avis, encore mieux si elle met de côté ces pratiques. Ce que ce magistrat appelle des comportements graves, ce sont les pressions qu'il a subies lorsqu'il a dû prendre une décision. Il se souvient du cas d'un exilé qui avait fui un conflit qui justifiait, selon les 3 juges qui siégeaient ce jour-là, une protection. Ils prennent donc une décision en ce sens, mais les ennuis commencent. On nous a demandé de revenir sur notre décision. Comment est-ce que ces interventions se traduisent? Pour ce qui me concerne, ça a été d'abord des discussions, et puis ensuite, ça a été un message que j'ai reçu dans ma boîte mail à la Cour. Cette décision, elle ne doit pas faire l'objet d'une remise en cause par des personnes qui sont, qui plus est, au sein de la Cour elle-même. Cette décision, elle est ce qu'elle est. Elle peut ne pas être parfaite, elle peut ne pas être tout à fait dans la ligne, elle peut être différente de ce qu'elle aurait pu être, mais il faut la respecter pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une décision de justice qui ne peut faire l'objet que d'une remise en cause par la voie de la cassation, c'est-à-dire aller devant la Cour suprême, le Conseil d'État, pour éventuellement critiquer en droit le raisonnement des juges. Alors, ce qu'il est important de souligner, c'est que le magistrat qui témoigne ici est président de formation, donc il préside les audiences. Malgré la pression, ce magistrat, en accord avec les autres juges, a tenu bon et n'a pas modifié la décision. Mais au sein de cette institution, il y a d'autres types de pression, moins directes et plus insidieuses d'une certaine façon. Oui Mathieu, et elle passe par un service qui est devenu désormais un peu incontournable à la Cour. C'est le CEREDOC, le Centre de recherche et de documentation de la CNDA. Son rôle, c'est de collecter des informations sourcées sur les pays d'origine des requérants, de les mettre à disposition des juges pour qu'ils puissent décider et qu'ils sachent si tel ou tel demandeur est en danger dans son pays ou pas. Ce centre de documentation, il est donc crucial pour les décisions. Il a pris de plus en plus de poids selon toutes les sources qu'on a interrogées. Pourtant, ces notes sont considérées depuis des années comme biaisées par des chercheurs spécialisés. On a rencontré l'un d'entre eux à Aubervilliers, en région parisienne. Il s'appelle Adam Bachko et sa spécialité, c'est l'Afghanistan. Il fait partie des chercheurs qui ont signé une tribune publiée dans Le Monde en mai dernier pour dénoncer le travail du CEREDOC. Exemple, en mai 2020, le CEREDOC produit une note sur la province afghane d'Herat. Elle y reconnaît la violence qui règne dans cette province, mais minimise immédiatement la situation. Son intensité n'atteint pas un niveau tel que toute personne serait exposée à une atteinte grave. Autrement dit, cela réduit la possibilité pour les Afghans de cette province d'être protégés. Sauf que pour Adam Bachko, spécialiste de l'Afghanistan, cette note est truffée d'erreurs. Bon, la note sur Herat nous a choqués par le fait qu'elle était elle était de très piètre qualité. Elle était de très piètre qualité. Elle disait quelque chose qui était une absurdité. Hein. Elle racontait une diminution des combats, alors que nous, dans nos analyses à l'époque, on voyait, et on s'accordait à peu près avec la plupart des gens qui travaillent sur l'Afghanistan de manière un peu sérieuse, sur un accroissement des combats. Hein. On voyait bien l'accélération de la guerre se faire en 2019 et en 2020. On voyait bien se profiler ce qui se passe aujourd'hui. Pas étonnant selon ce chercheur, puisque cette note n'a pas été rédigée par des spécialistes. Quand on a regardé le profil des gens qui écrivaient la note, on était en face de gens qui étaient
pour les plus gradés et pour ceux qui, quelque part, visiblement tenaient le processus d'écriture, des gens qui avaient plutôt un type de profil de ce qu'on appellerait un rédacteur de notes au ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des notes de synthèse, mais pas quelqu'un qui fait des notes de recherche. Elle était, en l'occurrence, accompagnée de stagiaires, et on se retrouvait dans un contexte où dans les trois personnes qui avaient écrit la note, aucune d'entre elles ne connaissait l'Afghanistan, mais aucune d'entre elles n'avait été formée aux méthodologies de la recherche. On n'avait pas quelqu'un qui avait un doctorat de sciences sociales et qui donc avait ce qu'il faut pour savoir quelles sont les sources à utiliser ou ne pas utiliser. Car les sources utilisées pour nourrir ces notes, elles aussi, sont controversées. Exemple ? Lorsqu'on regarde une partie des chiffres utilisés, par exemple là, l'UNAMA, c'est le nom de l'agence de la mission des Nations Unies en Afghanistan, hein, qui est effectivement grande productrice de données, mais qui de son aveu même a des données de plus en plus parcellaires hein, depuis la fermeture des bureaux régionaux progressivement à partir de 2014. Ils perdent en précision, ils le savent, et comme ils le savent, ils le disent. Le problème, c'est que la note, elle, ne le dit jamais. Les juges s'appuient donc sur ces notes du CEREDOC, devenues la référence absolue. On s'est procuré un mail interne rédigé par le responsable du CEREDOC et adressé au juge de la CNDA fin août. Il affirme qu'il est permis de conclure à la cessation du conflit armé et que par conséquent, demander une protection ne peut être qu'écarté, hormis pour les demandeurs de la région du Panjshir. On a montré ce mail à Adam Batchko. Voici ce qu'il en pense. Le conflit armé en Afghanistan se termine de manière probable, c'est vrai. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui exactement dans le moment de transition, dans le moment de grande incertitude, et il se pose une nécessité à terme, c'est évident, hein, de passer d'une logique de protection subsidiaire, c'est-à-dire d'une protection par rapport à la violence qui se déroule dans le pays en général, au retour aux conventions de Genève, à une protection qui serait adaptée à la menace sur les personnes en fonction de leur ethnicité, de leurs opinions politiques. Ce qui est terrible, c'est la vitesse à laquelle la Cour nationale du droit d'asile prend cette décision. Pour Adam Batchko, officieusement, le CEREDOC est là pour légitimer des décisions de rejet de protection. Et on se retrouve donc en fait dans une situation où en réalité les décisions de la CNDA ne sont pas liées à une analyse de l'Afghanistan ici, elles sont fondamentalement liées à une pression politique pour que la France évite de se retrouver face à ce que certains imaginent être un afflux d'Afghans. Et là à nouveau, il faut rappeler les choses. On n'a jamais eu d'afflux d'Afghans, on a quelques milliers de cas par an, c'est extrêmement petit. Les Afghans ne sont même pas la première nationalité en termes de demande à la CNDA, elles sont la deuxième ou la troisième. En tout et pour tout, sur la dernière décennie, on a accueilli en France 20 à 30 000 requérants afghans. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où on n'est pas du tout débordé par des Afghans qui principalement ne peuvent pas partir d'Afghanistan. On a ici une sorte de panique politique avec une pression sur la Cour qui pose énormément de problèmes et qui pose d'ailleurs problème à des juges. Les juges eux-mêmes se plaignent d'avoir des documents de piètre qualité et d'avoir une administration qui met la pression sur eux. Et des juges qui se plaignent, Nejma, vous en avez rencontré d'autres. Oui, ils se plaignent de décisions qu'ils ont prises et qu'on les incite à modifier sur la base, à nouveau, de ces notes, de ce fameux CEREDOC. On a rencontré une juge, elle aussi a voulu témoigner anonymement par peur de représailles. Voilà ce qu'elle entend parfois en audience. Combien de fois, moi j'ai entendu en audience, ça ne passera pas, dans le sens, alors soit le chef de chambre, soit le CEREDOC, ou je ne sais qui, mettra son nez dans la décision pour qu'elle ne sorte pas telle qu'elle. Et ces réflexions viennent le plus souvent du rapporteur, mais ça vient aussi parfois du président de l'audience lui-même. Et finalement, entre le moment où on va signer le document qui acte du sens de la décision et le moment où la décision va devenir officielle, publique, donc il y a 3 semaines, et pendant ce délai de 3 semaines, il va se passer d'autres choses en règle générale, et c'est là qu'on va régulièrement recevoir des indications de la part du rapporteur, le plus souvent, qui de vive voix ou par courriel, plus rarement, va nous indiquer que la position qui a été adoptée pour Monsieur X n'est pas conforme au CEREDOC et qu'il conviendrait du coup de changer la décision. Moi ça m'est arrivé personnellement, c'est arrivé à beaucoup d'autres assesseurs. Lorsque les juges délibèrent, c'est la majorité qui l'emporte, sauf que quand un président veut modifier le sens d'une décision, il arrive parfois qu'il aille voir l'un des 2 autres juges pour l'inviter à changer d'avis. Mais il est aussi extrêmement fréquent, et c'est encore plus grave, qu'il y ait des changements de délibérés
sans qu'on en soit informé. Il m'est arrivé personnellement, et c'est encore arrivé à 2 collègues ces dernières semaines, on apprend que le sens du délibéré a été modifié, c'est-à-dire que le président a discuté dans son coin avec l'autre assesseur, ils se sont mis d'accord pour changer le sens de la décision, et le deuxième assesseur, lui, n'a jamais été informé de ces nouvelles discussions et estime qu'une position avait été actée, et finalement c'est une toute autre décision qui a été rendue. Vous avez évoqué différents acteurs finalement qui pouvaient intervenir dans le cadre de ces interventions. Nous, au cours de notre enquête, on a aussi découvert que la vice-présidence ou la présidence de la Cour pouvait être impliquée dans ces interventions. Ce qui donne l'impression finalement que c'est tout à fait banal, que ça s'est banalisé. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça signifie que c'est quelque chose qui est devenu une pratique vraiment commune à la Cour. Quand on se permet de faire des choses de manière aussi ouverte, c'est vraisemblablement que ça s'est institutionnalisé et que ça ne choque plus personne. On touche à un principe qui est l'indépendance des magistrats. Ça veut dire qu'on ne peut plus finalement avoir confiance dans la justice en matière de droit d'asile. Et ça pose véritablement problème. Nejma, tu as bien évidemment contacté la présidente de la CNDA, elle s'appelle Dominique Kimerlin. Que t'a-t-elle répondu ? Oui, on l'a sollicité bien avant la diffusion de ce reportage. Elle a accepté dans un premier temps de répondre à nos questions par écrit. Finalement, elle n'a pas répondu ni par écrit ni face à notre caméra. Donc on va devoir s'en tenir à la réponse qu'elle nous avait faite début septembre, avant la parution de notre enquête sur le site de Mediapart, où elle affirmait qu'aucune pression n'était exercée sur une formation de jugement, que les formations de jugement étaient seules souveraines et qu'elle se prononçait librement sur la qualification juridique des situations de conflit examinées. Merci Nejma, et on signale bien sûr que Dominique Kimerlin, présidente de la CNDA, est la bienvenue sur ce plateau quand elle veut pour répondre à nos questions. L'afflux de demandeurs d'asile en 7 ans, ça représentait 1% d'augmentation de la population. C'est pas une invasion, c'est pas un tsunami. On va vous parler aujourd'hui de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, une juridiction peu connue du grand public, et pourtant c'est cette cour qui bien souvent détermine le sort des migrants qui demandent l'asile, ou des juges aujourd'hui dénoncent des pressions. François Héran, la CNDA, c'est un maillon important de la politique d'asile en France. Oui, puisque nous recevons à peu près actuellement 120 000 demandes d'asile par an. Si on fait le bilan depuis 2014 jusqu'à 2020 inclus, qu'on cumule toutes ces 7 années, il y a eu 560 000 quelque chose comme ça, de demandes d'asile qui ont été déposées en France. Alors ça paraît énorme, on va dire 8 millions, mais enfin c'est 1,1% de la population française. Ça veut dire qu'il y a eu un surcroît de population de 1% à peu près, même pas 1% en fait, 1,1% c'est la moyenne européenne, l'Allemagne c'était 3 quelque chose %. Donc 1% de population en plus apportée par la demande d'asile, quand on fait l'hypothèse que tous les déboutés restent, qui est une hypothèse maximaliste, c'est pas une déferlante, c'est pas un tsunami, c'est un surcroît de population. Donc il faut savoir quoi faire, effectivement. Et puis il y a la question des Dublinés dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, ce n'est pas la partie la plus importante de l'immigration. L'immigration des étudiants internationaux, la migration du regroupement familial, la migration de travail, c'est plus important que cette migration de refuge, parce que la France, en réalité, fait partie des pays européens qui accueillent assez petitement la migration de refuge. François Héran, une petite question, et Anaïs Lefort, vous pourrez rebondir évidemment là-dessus. Est-ce que le droit d'asile aujourd'hui, alors évidemment la CNDA ne résume pas l'ensemble de la situation, mais on voit bien les tendances qui sont à l'œuvre, là, d'aller plus vite et écouler comme ça le stock finalement, comme vous avez dit, de demandeurs d'asile sur des critères, on a encore vu, qui sont discutables en partie en tout cas. Est-ce que le droit d'asile aujourd'hui en France, il est encore appliqué, ou est-ce que c'est devenu un droit de plus en plus virtuel ? Alors, il y a d'abord en amont des quantités de gens qui
devraient être en mesure de déposer une demande d'asile et qui ne peuvent pas le faire. Il y a un chiffre noir de la demande d'asile qui est considérable. Parce qu'en principe, on devrait pouvoir se présenter à la frontière et déposer sa demande. Mais la police a le droit, depuis pas mal de temps, de considérer qu'une demande est manifestement infondée et de placer la personne en zone d'attente et de la refouler. Comment se prennent ces décisions? C'est très discrétionnaire. Et entre le discrétionnaire et l'arbitraire, la limite est quand même très mince. Donc il y a déjà tout ceci en amont. Et bon, alors la France a une pratique de l'asile qui est très très moyenne par rapport à l'ensemble européen. Et c'est ça qu'on a... Combien de fois on a entendu dire que la France était le premier ou le deuxième pays d'Europe par la demande d'asile, que la pression exercée sur la France était considérable, désorganisait tout, etc. Et on oublie de faire quelque chose d'absolument élémentaire, c'est de rapporter les chiffres à la population de chaque pays. On l'a appris à le faire pour la pandémie de Covid. On sait maintenant que le taux d'incidence, c'est tant de nouveaux cas pour 100 000 habitants. On a eu toute une initiation statistique pour l'épidémie. Mais quand il s'agit de migration, alors là, on retourne à des chiffres absolus. Que ça devient irrationnel, c'est ça? Et on impressionne le peuple à bon compte avec des chiffres absolus comme ça, alors que les comparaisons dans le temps et dans l'espace doivent se faire en chiffres relatifs, absolument. Donc quand on prend la peine, ce qui est élémentaire, absolument élémentaire, de regarder quelle est la demande d'asile par million d'habitants, de comparer ça par rapport à cette capacité d'accueil qui est simplement la population de pays, ou on peut aussi prendre le PIB, la richesse par habitant. À ce moment-là, la France est au 15e rang en Europe, et pas du tout au premier ou au deuxième. Nous sommes un peu en dessous. Nous venons de rattraper la moyenne européenne, très très en deçà, et pendant toutes les années 2014, 2015, 2016, qui était le plus fort de l'afflux des demandes d'asile à la crise, nous sommes restés très sagement à l'écart. Est-ce que finalement, ce qu'on voit là avec la CNDA, finalement, la chaîne verticale, tout ça vient d'en haut d'une certaine façon? Au lendemain de la chute de Kaboul, en pleine crise humanitaire, Emmanuel Macron nous dit il faut se protéger des flux migratoires irréguliers. Est-ce que finalement des choses qu'on observe, comme on observe à la CNDA, c'est pas finalement logique vu cette commande politique? Mais j'aimerais bien, je suis très admiratif de la façon dont Emmanuel Macron peut être pédagogue quand il s'intéresse au dossier des retraites, par exemple. On peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais enfin il a une capacité fantastique à exposer les dossiers, y compris la difficulté. Mais lorsqu'il est question de migration, lorsqu'il est question de demande d'asile, là on a tout de suite des métaphores aquatiques, des choses impressionnantes. On ne raisonne pas de façon rationnelle et du coup on n'a plus aucune pédagogie. Et si seulement il pouvait y avoir de temps en temps, mais pour l'instant il n'y en a aucun, des discours présidentiels ou ministériels, qui essaieraient de faire un minimum de pédagogie sur la question de l'asile, peut-être que les choses changeraient. Mais pour l'instant, j'attends désespérément que ça se passe. Enfin, il n'y en a aucun, il y en a plutôt beaucoup dans le sens de nous dire que l'immigration est le problème principal pour la France. J'ai retrouvé un texte dans Le Monde en 2019, vous écriviez « Il est temps que nos dirigeants tiennent sur l'immigration une parole de raison plutôt qu'un discours de peur ». On est bien parti là dans cette présidentielle. Oui, alors c'est vrai que la phrase reste vraie, c'est un peu plus subtil que ça. On pense que la population a peur, on a peur de cette peur. Et la politique est une politique, en matière d'immigration, une politique d'opinion qui consiste à dire, mais puisque les gens ont peur, et entretenons cette peur, et puis voilà. Et donc c'est la peur de cette peur qui fait que on décide d'agir. Non, je pense qu'il faudrait vraiment expliquer, et que je disais tout à l'heure que l'afflux de demandeurs d'asile, en 7 ans, ça représentait 1% d'augmentation de la population. C'est pas une invasion, c'est pas un tsunami. Et donc ce qui va se passer avec le drame de l'Afghanistan, si on accueille, nous avons accueilli, il y avait à peu près 10 000 personnes inscrites sur la liste du centre de crise des affaires étrangères. On en a évacué 2600, quelque chose comme ça. Et donc on en a 7500 qui ne sont pas évacués. À quoi ça va se jouer de se retrouver, à quoi ça s'est joué de se retrouver d'un côté ou de l'autre, sur un versant ou l'autre? Donc une partie de ces 7500 vont finalement, désespoir de cause, essayer de trouver leur propre cheminement. Ils vont mettre des mois et des mois à arriver jusqu'aux frontières de l'Europe. Ils vont entrer dans l'irrégularité. Et l'écart, la différence entre la régularité et l'irrégularité, ça se joue à rien.
Ça se joue au fait que, par exemple, vous viviez à Herat et pas à Kaboul, il y avait 1000 km de distance, ben vous êtes arrivé trop tard à Kaboul pour que l'ambassade de France, repliée à l'aéroport, puisse vous appeler. Ça s'est joué au fait que telle ou telle recommandation au lieu a permis de sauver telle personne, inscrire sur la liste, et pas d'autres. Et les travaux qui sont en train de se faire chez les chercheurs disent qu'en réalité, il y a eu une inégalité sociale absolument saisissante, enfin, dans le filtrage des personnes qui ont été récupérées en Iran ou pas. Alors, ça aussi, ce sont des éléments à prendre en compte quand on juge un dossier individuel. Yolande Dufayet de la Tour, je vais vous laisser le dernier mot. Quel message, vous pouvez l'envoyer ce soir à un des représentants de la Conférence des évêques de France, quel message vous avez envie de lui envoyer au-delà à cette institution, l'Église? Vous devez payer. Cédric Burguin, quand même, ce rapport, il reste de terribles constats, les chiffres dont on a parlé, mais aussi cette idée, cette réalité qu'il y a eu des pédocriminels multirécidivistes au sein de l'Église, contre lesquels l'Église n'a rien dit, rien fait pendant des décennies. Cette idée aussi que l'Église est l'institution sociale où l'on agresse sexuellement le plus les mineurs, après la famille. Je vous pose la question crûment, mais gravement, à la mesure finalement de tout ça. À la lecture de ce rapport, comment ne pas conclure que votre institution, l'Église, est un danger pour la société? Je comprends votre question. Et ce soir, je voudrais vous dire que la faillite à laquelle on a assisté ce matin, je reprendrai volontiers les mots du président Sauvé qui disait que ce rapport, c'est l'histoire d'un naufrage. Je comprends que cette question, elle soit dans le cœur de beaucoup de ceux qui écouteront ce soir votre antenne, les différents médias, etc. Et je peux vous dire que quelque part, cette question, elle a aussi habité mon cœur de prêtre. Voilà. Parce que je pensais, et je l'ai redit ce matin à vos confrères, je pensais au nombre des victimes qu'on allait nous annoncer aujourd'hui. Je pense à toutes celles qui ont eu le courage de s'exprimer devant la commission et aussi à toutes celles qui, pour des raisons très diverses, ne se sont pas exprimées et qui, ce soir, entendent ces révélations avec à la fois peut-être un peu de soulagement, mais aussi beaucoup de douleur parce que ça réveille en eux les choses. Et donc, oui, il y a eu un naufrage, oui, il y a une faillite, oui, l'institution n'a pas été au rendez-vous pendant des décennies. Et je comprends que l'on puisse être en colère par rapport à une institution qui a, en plus, représente quelque part une morale. Et c'est ça qui est presque le plus violent ou le plus scandaleux. C'est qu'en fait, vous me pardonnerez l'expression, l'Église, pendant des décennies, a fait la morale au monde. Voilà. Yolande. C'est difficile à entendre, en fait, à la place où je suis. C'est comme un déni? Oui, c'est un déni. Moi, j'irais presque plus loin. Moi, je pourrais voir une forme de cynisme. Enfin, vraiment, c'est... Moi, je suis effrayée, parce que ça a déjà été dit, on l'a dit, les associations l'ont dit. Je voudrais vraiment qu'on sorte de cette logique compassionnelle, avec un discours lénifiant, religiosant. Moi, je voudrais rappeler que les prêtres, les évêques sont des citoyens, qu'il y a une loi pour tous, et j'aimerais que les choses reviennent dans le droit commun et pas dans le droit canon, et que donc les auteurs payent. Et puis, vous savez, c'est comme dans une entreprise, je crois, ça s'appelle pour fait d'autrui, c'est-à-dire que quand un salarié fait des bêtises dans son entreprise, pour son travail, etc., il est, lui, condamné, mais son employeur aussi. C'est pareil pour l'Église. C'est-à-dire que oui, il y a des religieux, des religieuses, des prêtres qui ont fauté. Mais pourquoi ils ont fauté? Ils ont fauté parce qu'il y avait un système qui le permettait, et notamment la fameuse loi du silence. Donc la structure, en tant que telle, est responsable d'avoir collaboré, en fait, à la perpétuation de tous ces crimes et ces délits. C'est ça l'histoire du système. Donc, je ne peux pas entendre M. Moulin-Beaufort dire non, je ne peux pas le dire. Si, il va bien falloir payer. Enfin, c'est-à-dire, et ce qui est en plus, moi, alors j'ai quand même eu un peu de catéchisme, mais quand on va à confession, on s'accuse de sa faute, et puis il y a une réparation. Parce qu'en fait, la condition pour que la faute... Bon, eh bien donc,
ils savent bien ce que ça veut dire en termes, comment dire, humains. Donc la réparation. Oui, il va falloir payer. Il y a des victimes qui attendent de payer leurs soins pour aller chez le psy, pour aller chez des médecins, pour aller chez des médecins spécialisés, pour faire des cures de sommeil, pour aller traiter leurs problèmes de surpoids, d'anorexie, etc. C'est très clair. Donc il faut de l'argent et il va bien falloir payer. La SIAZ, elle arrête son travail aujourd'hui. Demain, il n'y a plus de SIAZ. Oui. Il n'y aura pas de comité de suivi, c'est bien dit dans le rapport. Autrement dit, à nouveau, là, c'est l'Église qui gère. Elle va gérer elle-même. Un sujet que, par ailleurs, elle n'a pas su gérer pendant des décennies, couvrant même des violences sexuelles majeures. Yolande, est-ce que ça vous inquiète? C'est-à-dire les 45 recommandations de la SIAZ, il va en rester quoi? Ce que les fidèles de l'Église catholique et les citoyens français vont en faire, en fait. Je crois que maintenant, la responsabilité, elle est dans les mains de chacun d'entre nous. J'ai vraiment entendu ce qu'a dit Jean-Marc Sauvé en rappelant que les victimes ne demandent pas un don, mais considèrent la dette, et c'est bien un dû. Et ça, j'ai vraiment apprécié que les points soient mis sur les i et les barres sur les t. Moi, j'attends la création du tribunal interdiocésain. Pour moi, c'est très important pour dépaysager les différents dossiers. Et puis, une commission d'arbitrage pour les dommages. Et que ça doit être concret. Mais comme on sait que l'évêque est le patron, donc, en fait, très simplement, on va appeler, d'ailleurs on a lancé une pétition, il y a plus de 10 000 signatures. L'idée c'est d'appeler tout le monde à aller voir son évêque pour lui dire « vous faites quoi ?» En fait, ça marche comme ça, c'est tout simple. De la pression à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire qu'il faut... Alors la pression, j'aime pas ce mot, l'idée c'est pas de faire pression, mais l'histoire c'est de demander, c'est de demander et d'exiger tout simplement notre dû. Juste, Cédric Burguin, vous êtes objectivement, collectivement, l'Église aujourd'hui, vous n'êtes pas l'Église aujourd'hui seulement sur ce plateau, mais enfin vous venez au nom de la Conférence des évêques de France notamment. Aujourd'hui, l'Église est en situation de dire, finalement, rien ne nous engage là-dessus. On a parlé de l'indemnisation tout à l'heure. Sur le reste des propositions qui concernent y compris son fonctionnement interne, l'Église est en situation de dire aujourd'hui, écoutez, on fera pas comme on veut, non? En théorie, oui. En pratique, je vous fais confiance, à vous les médias aussi. Madame, vous avez évoqué à juste titre les victimes, le peuple de Dieu, etc. Enfin, vous la voyez bien, cette colère de François Deveau. Oui, non, bien sûr, mais je fais confiance aussi aux médias et à l'ensemble de la société. Vous savez, il y aura un avant et un après le 5 octobre. Attendez, vous faites confiance aux médias, mais à l'intérieur, il n'y a aucune garantie qu'il va pouvoir y avoir la prise de conscience de ce qui s'est passé. Mais vous imaginez, dans un an, le 5 octobre 2022, un journaliste qui vient voir l'Église en disant « Très bien, ça fait un an que ce 5 octobre 21 est passé. Qu'est-ce que vous avez fait depuis si l'Église n'a rien à dire ?» Moi, j'ai quand même au fond de moi une forme de confiance dans l'institution parce qu'après le choc... ça aux victimes facilement. Après le choc, confiance dans l'institution, vous pensez que c'est audible? J'ai confiance dans la capacité de l'institution d'entendre ce qui lui a été dit aujourd'hui. Voilà. Et donc, pour avancer. Yolande, je vous vois bouillir un petit peu. Oui, Mathieu, tout le monde veut réagir. Moi, c'est vrai que je suis désolée, je suis consternée à chaque fois que j'ai des partages comme ça de l'état d'aliénation des gens dans l'institution. Aliénation. Oui, c'est-à-dire que ce discours-là, je l'entends, mais depuis 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire que comment voulez-vous qu'on croie une chose pareille? C'est juste impossible. Donc... Et je suis sûre que vous êtes de bonne foi en le disant. C'est pas vous que je veux, mais simplement c'est que en le disant, même je pense que vous ne vous rendez pas compte que c'est cette espèce de litanie de trucs qui revient comme les marronniers chaque année. C'est toujours le même discours, quelles que soient les victimes, quel que soit l'endroit, on peut plus croire ça. Je vois bien que dans l'Église, la tentation quand on a un problème, c'est de dire on fait une commission puis on verra plus tard pour les résultats. C'est pas dans l'Église, de toute façon, oui, ça, c'est vrai que c'est pas dans l'Église. Mais là où je trouve, et Madame vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a quand même la question de la création du tribunal national pénal. Parce que vous parlez de la question systémique. Qui est vrai. Là, vous parlez d'un tribunal pénal canonique national. Oui. On ne parle pas d'un tribunal des juridictions civiles. On parle d'une organisation au sein de l'Église qui, en gros,
réglerait les histoires au sein de l'Église. On lave le linge sale en famille. En fait, il faut prendre la mesure de l'impact et de son autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ce qui est du droit canonique, quand l'évêque diocésain perçoit ou reçoit une accusation contre un clerc, il peut presque décider de lui-même quelle est la procédure à suivre. Et donc, il y a une action très subjective de l'autorité ecclésiale. Et donc, c'est ce qui a donné aussi ce côté systémique, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a pu laver le linge sale en famille, organiser des silences, etc. Et donc, un tribunal interne à l'Église permettrait de mieux laver le linge sale. Mais parce qu'en fait, par la saisine des victimes publiques, déjà, l'autorité épiscopale est dessaisie de la manière dont elle va gérer ses affaires. Et donc, cette création-là permettra, je l'espère, qu'au moins le traitement de ces affaires soit fait. Excusez-moi, elle est où la justice civile, la justice pénale dans tout ça? Ah mais ça sera en parallèle de la justice étatique, parce qu'en fait l'obligation de dénonciation chez le procureur demeure, et d'ailleurs dans une des dernières lois du pontife romain, du pape, il est explicitement demandé aux évêques de dénoncer à la justice étatique. Donc ça ne sera pas une justice qui va se substituer à l'État. C'est très important de le comprendre. Mathieu, un mot et ensuite... Non, juste, est-ce que des procédures pourraient être envisagées en rouvrant un petit peu aussi les archives, pas forcément très anciennes, de ces dernières années, à l'encontre d'évêques? Nous, on avait chiffré à 27 le nombre d'évêques qui avaient couvert des agressions, des faits parfois assez nombreux, en ayant été alertés par des victimes sans jamais saisir la justice. Est-ce qu'il est envisageable, est-ce qu'il est envisageable que ce tribunal canonique pénal qui sera mis en place traite ces dossiers-là? Ce qui est sûr, c'est que le pape, dans une de ses dernières lois, prévoit une sanction pour les évêques qui auront couvert. Alors, est-ce que c'est le tribunal national ou est-ce que c'est directement le tribunal du pape? Là, il y aura une question à trancher, mais en tout cas, de toute façon, des évêques qui ont couvert, il y a déjà une sanction prévue par le droit canonique. Une question pour vous, Cédric Burguin, j'en ai une ou deux encore. Est-ce que aujourd'hui, vous, collectivement, l'Église peut nous dire, après ce rapport, nous vous donnons la garantie qu'il n'y aura plus d'abus dans l'Église, plus d'abuseurs déjà dans l'Église, c'est-à-dire de gens qui, comme disait Mathieu, pardon, pas d'abus, mais d'abuseurs, c'est-à-dire de gens qui ont été en situation ces dernières années d'être des abuseurs. Est-ce que l'Église va mettre en moyen, se mettre en mouvement pour que ces abuseurs ne soient plus dans l'Église, ou en tout cas en capacité d'abuser? Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est une des conclusions que l'Église va tirer pour vous de ce rapport? Votre question, elle est grave et elle est douloureuse parce que je ne peux pas... Elle est assez simple en même temps. Oui, mais en fait, je ne peux pas vous répondre. Vous ne pouvez pas me répondre à cette question. Non. Pourquoi? Il y a 330 000 victimes depuis 1950 et on ne peut pas s'assurer que l'institution va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'abuseurs multirécidivistes. Ce que l'Église peut faire, c'est de faire en sorte que quand il y a un cas, il n'y a plus le système qui le protège et qui fasse qu'on ne le poursuit pas. Mais vous faire la promesse qu'il n'y aura plus aucun taré dans l'institution... C'est un nouveau des cas isolés. Honnêtement, je ne peux pas vous dire autre chose. Comment pourrais-je vous promettre que dans les séminaires... La question, c'est plus, est-ce que l'Église va mettre tout en œuvre pour que ces gens ne puissent pas nuire? Aujourd'hui, je ne l'entends pas dans ce que vous dites. Mais parce que comment voulez-vous que je puisse anticiper le fait qu'il y ait un crime ou un délit? Par contre, en fait, si vous Yolande Dufayet de la Tour, je vous vois lever les yeux. Moi, personnellement, je ne vous demande pas le résultat. Voilà. Je vous demande de mettre des moyens. C'est ça. Oui. Et de prendre la décision de mettre des moyens et de réformer vos comportements. Le résultat, on sait bien, il y aura des abuseurs et des délinquants sexuels dans toutes les institutions, etc. J'ai assez peu de ça. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre des moyens, de se mettre en situation et en capacité de réformer les comportements, de prendre des décisions concrètes. Enfin, nous, on connaît toutes les victimes connaissent des agresseurs sexuels en service. Dans des paroisses, en contact avec des enfants, avec des jeunes, avec des femmes. On n'a rien fait. Il y en a encore plein en service. Il y en a encore aujourd'hui, malgré ce rapport. Pour nous, c'est insupportable. Donc, qu'il n'y en ait plus, c'est pas ça qu'on vous demande.
Mais que vous fassiez quelque chose pour que ça n'arrive plus, le moins possible, oui, ça, c'est ça qu'on vous demande. En tant que vous prenez la demande, individuellement peut-être, mais collectivement, la demande que ce genre de situation soit au maximum évité dans une institution comme l'Église après ce rapport. On en revient à la question de la sanction. Alors, il y a la sanction étatique et ensuite on en revient à la question de la sanction interne, c'est-à-dire la manière dont on sanctionne les prêtres délinquants et dont ensuite on les accompagne à l'intérieur de l'Église pour ne pas qu'ils puissent recommencer. Yolande Dufayet de la Tour, je vais vous laisser le dernier mot. Quel message vous pouvez l'envoyer ce soir à un des représentants de la Conférence des évêques de France? Quel message vous avez envie de lui envoyer au-delà à cette institution, l'Église? Vous devez payer. D'abord, on commence par cette affaire. Salut Célia. Salut Mathieu. Célia Maubrookin de la rédaction d'Alert Libre. Célia, expulser les parents de délinquants, c'est la nouvelle stratégie de la ville de Nice pour faire de la place dans les logements sociaux. Et oui Mathieu, et c'est l'affaire de cette rentrée. On a eu un peu de mal à y croire. Un tribunal a prononcé l'expulsion d'une femme de son HLM parce que son fils, majeur, je le précise, et c'est important, a été condamné pour trafic de stupéfiants. Un premier article de Nice Matin, publié le 4 septembre, lance la machine médiatique. C'est une première qui divise. La mère d'un délinquant condamné pour trafic de drogue va devoir quitter son HLM. Il va être expulsé de son HLM, mais sa mère également. Une expulsion validée par la justice. Du côté de la mairie, on se réjouit de cette décision. Anthony Boré, premier adjoint à la ville de Nice, mais aussi président du bailleur social Côte d'Azur Habitat, est à tous les micros. Je me réjouis d'avoir obtenu gain de cause. Il est normal, quand on trafique, qu'on puisse être expulsé de son logement pour pouvoir faire bénéficier ce logement à une famille qui le mérite. Vous savez, j'ai 16 000 demandeurs, j'essaie de les prioriser en fonction de la détresse sociale, mais il y a aussi un principe de méritocratie. J'estime que quand on a un logement social et qu'on a été choisi parmi les 16 000 demandeurs, on se doit de respecter les valeurs de la République. Moi, je souhaitais marquer mon action par un slogan « Pas de logement social pour les ennemis de la République ». Face au rouleau compresseur de la com municipale, le jeune homme tente de s'expliquer sur TPMP. Thomas, est-ce que si vous saviez que votre mère aurait pu être expulsée, allait être expulsée, est-ce que vous auriez continué à dealer ou à faire des dégradations? Dites la vérité. Bien sûr que non, mais voilà. Bien sûr que non, jamais de la vie. Et le maire de Nice, Christian Estrosi, prévient, ce n'est que le début. Nous avons enfin obtenu une décision de justice qui fera jurisprudence et je vous prie de croire que ça ne va pas s'arrêter là. Le jeune homme a été condamné en 2020 à 20 mois de prison, dont 10 avec sursis pour trafic de stupéfiants. Il vit aujourd'hui sous bracelet électronique et depuis son passage à TPMP, il ne souhaite plus donner d'interview. Sa mère, elle, reste aussi dans l'anonymat le plus complet, traumatisée par l'ampleur médiatique que cette histoire a pris. On a donc rencontré l'avocate de la famille, maître Béatrice Erignou, qui nous décrit une citoyenne exemplaire. Ma cliente, c'est une mère de famille qui est venue il y a 20 ans de son pays d'origine. Elle a le statut de réfugiée politique. Donc elle a quitté avec son fils qui avait 9 mois à l'époque un pays qui était en guerre. Cette dame a des problèmes de santé importants à l'heure actuelle. Elle est sous assistance respiratoire assez souvent. Elle a toujours payé son loyer, mais elle n'avait pas de possibilité d'habiter ailleurs que dans un logement social. Pour elle, c'est la double peine pour sa cliente. On reproche à ce garçon des faits qui lui sont personnels, c'est une responsabilité pénale, et la responsabilité pénale, dès lors qu'on est majeur, elle ne doit pas être imputable aux parents. Et là, finalement, c'est la mère qui se retrouve expulsée et pas le fils. Dans le bureau de l'avocate Julie, la compagne du jeune homme, elle a souhaité elle aussi rester anonyme, mais a accepté de nous raconter l'incompréhension qui a suivi la décision. Elle se retrouve du jour au lendemain condamnée à une expulsion pour son fils qui est majeur, qui n'habite même plus son domicile. C'est une personne âgée, vu qu'elle est retraitée. C'est vraiment un coup de massue et on ne comprend pas du tout la décision. Avec maître Erignou, on a épluché le jugement prononçant l'expulsion de sa cliente. C'est le jugement du tribunal de proximité de Nice qui a prononcé la résolution du bail et ordonné l'expulsion de la maman de mon client. Pour quelle raison? Pour trouble de jouissance. Ce qui signifie en fait, trouble de jouissance lié à l'activité délinquentielle de son fils qui habitait avec elle. Où est-ce qu'est mentionné le jugement correctionnel de votre client? En fait, c'est dans l'assignation. Dans le jugement, ils ne le reprennent pas.
À raison de... En fait, ils n'en parlent pas. On n'a vérifié aucune trace de la condamnation du fils et au sujet des dégradations, Maître Erignoux reste sceptique. Enfin, je ne sais même pas ce qu'il a dégradé en fait. On nous dit que peut-être il aurait dégradé l'entrée de son immeuble. Après on nous dit que c'était avec ses copains, qu'il aurait mangé de la nourriture et laissé des détritus sur la place de l'immeuble. Enfin, je veux dire, c'est très fouillis et ça n'a été établi par rien. C'est un peu un jugement que je trouve fait un peu à la va-vite, pour une situation qui méritait peut-être qu'on y regarde d'un peu plus près. Est-ce qu'on est allé vite parce qu'il fallait un exemple? Je sais pas. S'il y avait un exemple à prendre, c'est certainement pas celui-là qu'il fallait prendre, voilà, c'est tout. Julie, elle, regrette l'utilisation des termes ennemis de la République pour qualifier son compagnon et sa belle-mère. Il a commis des faits, il a été condamné pour ses faits, il paye à ce jour. Du coup, il paye sa dette vu qu'il a été condamné au bracelet électronique. Je vois pas pourquoi on lui donne pas une deuxième chance et qu'on l'étiquette sous ennemi de la République. C'est de l'acharnement et que ce sont des termes pas appropriés pour la situation et qui ne devraient même pas être dites. C'est une honte. Alors le plus fou dans tout ça, c'est que c'est parfaitement légal grâce à une convention de partenariat entre plusieurs institutions qui existent dans d'autres départements, notamment dans le Val d'Oise. En avril 2021, le parquet, le préfet, la mairie de Nice et le bailleur social Côte d'Azur Habitat signent une convention de partenariat. Elle permet un échange d'informations. Par exemple, le procureur de la République peut aviser le bailleur des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites et lui transmettre la copie d'une décision pénale aux fins de résiliation du bail pour trouble de jouissance. Grosso modo, de simples poursuites, qui peuvent donc être classées sans suite à terme, peuvent constituer un motif d'expulsion, et c'est ce qui est arrivé à une autre famille. On s'est rendu dans le quartier Saint-Charles, un quartier populaire de la ville. On y a rencontré Sarah qui vit dans un HLM avec son mari et leurs 4 enfants. En décembre dernier, elle paye une amende auprès de Côte d'Azur Habitat pour non-respect des parties communes et c'est le début des problèmes pour elle et sa famille. On nous a accusés comme quoi on jetait par la fenêtre. Et on a eu une amende qu'on a réglée. Suite à ça, mon mari a essayé d'avoir des explications avec celui qui est l'agent de nettoyage. Cette personne-là a du mal à prendre ou a mal compris les choses, a porté plainte contre mon mari. La police a dit qu'il y avait sans suite puisque c'était parole contre parole. Mais malgré tout, le bailleur a décidé de continuer et il veut absolument nous sortir de là. Alors que moi, j'ai essayé de mon côté d'envoyer des emails, d'envoyer des excuses en disant qu'on était désolé de ce qui s'était passé, que j'étais une mère de 4 enfants. Malgré ça, j'ai reçu une truc en disant qu'ils étaient avec leur agent de nettoyage et qu'ils ne changeraient pas d'avis, quoi. Sarah et son mari sont convoqués au tribunal en octobre. Comment vous vivez cette potentielle expulsion ? C'est comme vivre avec quelque chose sur la tête qu'on peut pas gérer parce que y a des enfants derrière. Du jour au lendemain, se dire qu'on risque de se retrouver sans toit alors que plus de 15 ans dans le même endroit en payant notre loyer à temps, je vois pas la raison pour ça en fait. Ça va trop loin ? Je trouve que ça va trop loin pour si peu de choses. Ils ont trouvé cette feuille, d'accord. On a assumé dans le sens où on a payé l'amende. Pourquoi aller aussi loin ? C'est plus facile peut-être de vider les locaux qui sont déjà là plutôt que d'en refaire. Sarah risque donc l'expulsion alors que ni elle ni son mari ne sont poursuivis par la justice. Et son cas n'est pas isolé. Anthony Boré parle de plus de 70 procédures similaires en cours. On avait rendez-vous avec Mireille Damiano du syndicat des avocats de France. Elle nous a expliqué pourquoi cette convention est problématique selon elle. Donc on va utiliser ce dispositif pour d'une part donner des indications sur de simples poursuites ou sur des mesures alternatives. Il faut savoir que la mesure alternative, c'était des mesures de classement sans suite ou des classements sous condition. Donc des personnes qui sortent du dispositif pénal. Elles restent visées, poursuite, médiation. On va transmettre l'état des condamnations qui, encore une fois, ne sont pas prévus par ce texte-là, et qui, à mon sens, sont attentatoires aux droits individuels des personnes de ne pas voir révéler
en tout cas, le fait qu'ils aient été un jour condamnés. Il y a des gens condamnés qui se tiennent très bien dans une copropriété, qui se tiennent très bien dans une résidence sociale. Il y a un mélange des genres, selon vous? Un gros mélange, une confusion absolue qui laisse un champ d'intervention qui peut être complètement discriminatoire. Parce que ce qui nous choque véritablement, c'est pas de punir quelqu'un qui se comporte mal, la question n'est pas là, c'est qu'on va donner un certain nombre d'informations qui sont révélées dans des conditions particulières à l'égard de gens qui vont être ciblés de ce seul fait. Le syndicat des avocats de France a décidé de saisir la CNIL et la Défenseure des droits à ce sujet, avec d'autres associations comme Tous Citoyens, présidée par David Nakache. Pour ce militant associatif, le politique s'immisce dans le social. Dans les Alpes-Maritimes et principalement à Nice et dans la métropole niçoise, on a une spécificité, c'est que la présidence de Côte d'Azur Habitat est confiée à des élus. Anthony Boré est premier adjoint à la ville de Nice, à la métropole, et il est en charge de la sécurité. On lui confie Côte d'Azur Habitat, qu'est-ce qu'il fait? Il en transforme un outil social qui est là pour aider à loger les personnes qui n'ont rien, qui n'ont aucun autre filet de sécurité. Et l'accès à un logement décent est un droit en France. Et il le transforme en un outil sécuritaire de contrôle, de traque, à des fins électoralistes. Alors, on aurait aimé poser nos questions, évidemment, à Anthony Boré et Christian Estrosi de façon posée et sereine. On a fait des demandes par mail, par SMS depuis le 20 septembre, sans succès. Donc, on s'est déplacé. On est allé au Transition Forum, une sorte de mini Davos de l'écologie soutenu par la ville de Nice. Et on a essayé de poser une question à Christian Estrosi. Bonjour, monsieur Estrosi. Bonjour. Une question pour Mediapart. Vous vous êtes réjoui récemment de l'expulsion d'une de vos citoyennes, d'une habitante de Nice. Merci. Un très beau dossier, ça. Très bien, je regarde. Ah oui, c'est bubble. De réfléchir avec Monaco à l'ouverture d'une navette. Monsieur Estrosi. Bonjour. C'est pour une transition, ça n'a rien à voir. Et ça n'a pas plu à son équipe. On ne travaille pas comme ça, même quotidien n'est pas comme ça. On respecte, on respecte. Il n'y a aucun lien avec la séquence, ça suffit. Le caméraman il est dans l'hémicycle, vous n'allez pas dans l'hémicycle. J'ai essayé de lui poser une question. Puisque Christian Estrosi est occupé, on a tenté de questionner son premier adjoint, Anthony Boré. Monsieur Boré, bonjour. Je suis Célia Mebroukine, je travaille à Mediapart. Pourquoi vous avez choisi cette famille, cette mère de famille qui est malade, qui vit sous assistance respiratoire? C'est pas le lieu, j'ai maintenant un rendez-vous avec le vice-président de la Banque européenne d'investissement avec Christian Estrosi, mais je serais heureux... Mais vous avez refusé de nous donner une interview. Je refuse jamais, j'en ai donné tellement d'interviews sur ce sujet, mais en tout cas, ce n'est pas le lieu. Est-ce que c'est vraiment elle, l'ennemi de la République? C'est une femme malade qui vit dans un HLM. C'est une femme que j'ai reçue et dont le fils cachait de la drogue dans le logement, donc ça me paraît suffisamment grave pour prendre des dispositions. On sanctionne la mère pour les faits d'un homme majeur. Mais pas dans ce cadre, voilà. Merci beaucoup. Et vous avez refusé de nous répondre, monsieur Boré. Je vais vous répondre et nous verrons lorsque j'aurai un autre cadre pour vous répondre, mais je me suis déjà largement exprimé sur le sujet et c'est une décision que j'assume totalement parce qu'elle est prise par la justice. Voilà. Est-ce que c'est pas une façon, ce buzz médiatique, est-ce que c'est pas une façon de cacher le fait que vous ne respectez pas les niveaux de logements sociaux à Nice? 13% au lieu de 25%. On a le rendez-vous. Merci. S'il vous plaît. Merci. On a le rendez-vous avec On rappelle donc que la ville de Nice paye tous les ans 400 000 € de pénalité parce qu'elle ne respecte pas la loi. Seulement 13% de logements sociaux contre les 25% légaux. Et on est loin du compte donc. Mais c'est probablement plus facile d'expulser des familles que de construire des logements. La France-Afrique, des années qu'on l'a dit, disparue, à peine élu, chaque nouveau président français l'a promis. La France-Afrique, c'est terminé. Est-ce bien sûr... Alors bien sûr, on n'est plus exactement au temps de Jacques Foccart, le conseiller Afrique de De Gaulle, et Pompidou et des barbouzes qui l'entouraient. Et pourtant, quoi qu'on en dise, eh bien la France-Afrique subsiste encore un système de domination bien vivant avec de multiples ramifications. C'est du moins la thèse de ce livre qui paraît aujourd'hui, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique aux éditions du Seuil. C'est une véritable somme de 1000 pages avec pas moins de 26 contributeurs et coordonnée par 4 personnes, le journaliste Benoît Colomba, l'éditeur Thomas Deltombe et
vous deux, nos deux invités. Thomas Borrell, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Survie, et à vous, Hamzat Boukari Yabara, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien. Pour tous les deux, la France-Afrique, quand on prononce ce mot, parfois ça fait lever les yeux au ciel. On entend encore un de ces militants qui voit du colonialisme partout. D'ailleurs, des chercheurs sérieux, comme Jean-François Bayard, eux-mêmes disent, oui, la dénonciation de la France-Afrique, c'est quand même, aujourd'hui, la France-Afrique, c'est un peu anachronique, c'est pas forcément aussi présent qu'avant. Alors, dans ce livre, quel argument apportez-vous pour dire que oui, même si les choses ont changé, eh bien cet empire français, d'une certaine façon, il existe encore? La difficulté qu'on a, notamment par rapport à un certain nombre de personnes qui disent que la France-Afrique n'existe plus, qu'elle appartient au passé, c'est un problème de définition. À chaque fois, les gens qui avancent cette thèse-là font l'économie d'une définition. Nous, dès l'introduction, on a essayé de poser une définition qui peut être contestée, mais au moins on aura une matière précise. Je vais la lire. Vous dites que c'est un système de domination fondé sur une alliance stratégique et asymétrique entre une partie des élites françaises et une partie de leurs homologues africaine, qui permet à ces élites franco-africaines de s'approprier et de se partager des ressources économiques, politiques, culturelles, symboliques, au détriment des peuples africains. C'est ça, c'est qu'on pointe directement le rôle des élites africaines, que généralement dans la critique de la France-Afrique, il y a le fait de dire attendez, il y a une part de responsabilité, on le rappelle, on ne l'a jamais éludé. Et puis aussi, ce qu'on dit, c'est que c'est un système qui se caractérise par son adaptation, par la capacité, la malléabilité. C'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Vous le disiez, on n'est plus à l'époque de Jacques Foccart, mais en fait, à chaque fois, il y a des observateurs qui se postent à un moment donné et qui disent ah bah, ça n'est plus comme avant. Oui, ça n'est plus comme avant, ça n'a jamais été comme avant, à n'importe quel moment où vous vous situez. Et pour autant, c'est la France-Afrique sur ces 70 ans au moins qu'on balaye dans ce livre. Hamzat Boukari Yabara. Oui, l'un des éléments, en fait, c'est qu'on apporte de la longue durée dans cette histoire. On remonte à l'idéologie coloniale en montrant comment cette idéologie est présente, et est présente dans toute la société française, et surtout comment, dès le départ, on a pensé quelque part le néocolonialisme avant le colonialisme. Et c'est un peu ça la question de la France-Afrique, comment ce système se reproduit de lui-même, et surtout comment il s'étend, comment il se ramifie. Donc on a parlé effectivement des dispositifs qui s'appuient sur des outils militaires, monétaires, économiques et culturels notamment, mais aussi, je dirais, une idéologie. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on montre justement comment la France-Afrique a été théorisée, comment des théoriciens du colonialisme l'ont déjà anticipé, et comment aujourd'hui on est confronté, je dirais, effectivement à cette question de la redéfinition d'un système qui n'a jamais vraiment été défini et qui, du coup, suscite énormément de fantasmes. Donc nous, on le réinscrit, je dirais, dans un cadre beaucoup plus facile, je dirais, à appréhender. Alors, demain s'ouvre à Montpellier le sommet Afrique-France, c'est les anciens sommets France-Afrique, justement, où le mot France-Afrique, d'une certaine façon, était encore vivant dans la définition même. D'habitude, il y a le chef de l'État français, plein de dirigeants africains, plus ou moins recommandables. Cette année, aucun chef d'État africain, des acteurs de la société civile, et un sommet préparé par l'historien décolonial Achille Mbembe, qui n'est pas du tout suspect de sympathie pour la France-Afrique. Alors, est-ce que ce sommet, c'est juste de l'affichage, ou est-ce que c'est finalement toujours la même chose, mais sous d'autres formes ? Je crois que ce sommet était prévu depuis un certain temps. Il a été constamment repoussé pour diverses raisons. Il faut savoir qu'il y a eu déjà un sommet France-Afrique au mois de mai où les chefs d'État africains, au-delà peut-être de la sphère francophone, étaient déjà venus à Paris pour discuter des questions, on va dire, de souveraineté, notamment le financement des économies africaines. Donc là, on fait appel à la société civile, qui est certes une actrice politique des enjeux sur le continent africain, mais qui n'est pas, je dirais, en phase avec les enjeux de souveraineté classique, la monnaie, les questions militaires et les enjeux diplomatiques. Sur ces enjeux-là. Voilà, et ça intervient à un moment où justement la France est chahutée par toute une partie de la jeunesse africaine. On voit même quelques dirigeants africains bomber le torse vis-à-vis de la France. Donc c'est assez intéressant de voir ce contexte de, comment dire, de reconversion, de conversion et surtout de reconquête, parce qu'en fait c'est le mot que le président Macron utilise régulièrement, la reconquête, reconquérir cette jeunesse africaine, en passant par un historien qui est très loin d'être très populaire parmi la jeunesse africaine. Et ça aussi c'est un élément qui est assez intéressant, qui montre justement la dimension de classe, parce que ce sont certaines sociétés civiles qui sont invitées et pas d'autres. D'accord. Et peut-être qu'il faut quand même préciser sur Achille Mbembe, qui ne serait pas suspect de complaisance vis-à-vis de la France. C'est un des éléments de langage que l'Élysée a poussé auprès d'un certain nombre de journalistes ces derniers jours, y compris dans les briefings qui ont été faits par les conseillers Afrique d'Emmanuel Macron. Et là-dessus, c'est largement contesté par d'autres intellectuels africains qui dénoncent finalement le fait que, depuis l'Élysée, on sélectionne une partie de la société civile en les qualifiant d'acteurs du changement, en écartant possiblement les plus remuants.
et en cherchant à monter un écran de fumée, une véritable opération de communication. Donc ce sommet, c'est tout ce qu'il en restera d'ici quelques temps, c'est le fait que c'est un écran de fumée, une opération de communication pour relégitimer la politique française en Afrique sans rien changer dans ce qui la structure, dans son fondement même. Ce changement de nom qui peut renvoyer à la théorie de l'Afrique à France, cette idée que finalement ce sont les Africains qui décident, on les écoute, ils sont libres de choisir. D'accord, et bien sûr Rachid Membe, s'il souhaite nous répondre, il n'est pas sur ce plateau, il pourra évidemment le faire, il a un micro ouvert où on peut l'interviewer évidemment sur Mediapart. On va rentrer, si vous voulez bien, dans le détail, impossible de tout aborder, c'est un livre de 1000 pages, mais on va revenir sur peut-être certaines des figures ou des histoires que vous racontez dans ce livre. D'abord, comment ça commence? C'est-à-dire comment s'opère ce tour de passe-passe? On a des indépendances, et puis derrière, ce que vous appelez un impérialisme informel, l'empire sous d'autres formes. Comment ça se produit concrètement à ce moment-là? Concrètement, dès la Seconde Guerre mondiale, la France a compris l'enjeu d'avoir un empire derrière elle. C'est l'empire qui, quelque part, a permis au général de Gaulle de constituer la résistance. Et donc, l'expérience coloniale est très en lien avec l'expérience militaire. Et ça remonte, je dirais, aux conquêtes de Lyautey, de Faidherbe, de Gallieni, dont on évoque justement l'idéologie. Donc, la question militaire est très ancienne, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et effectivement, on a mis en place au lendemain de cette Seconde Guerre mondiale la 4e République qui a assimilé des élites africaines, qui les a inscrits, je dirais, dans le paysage politique français. Donc on associe les élites politiques africaines aux partis politiques français, donc ça date aussi de cette époque-là. Et au moment où donc le général de Gaulle revient aux affaires, il y a un enjeu stratégique qui est celui de la puissance nucléaire, donc la question de l'uranium, et donc la question de poser des accords pour ne pas tout perdre, et donc de trouver des dirigeants suffisamment malléables, auxquels on pourra confier, je dirais, les rênes des États pseudo-indépendants, tout en continuant à travers un système assez sophistiqué, reposant sur des accords de défense, des accords monétaires, des accords culturels et des accords de coopération, maintenir, je dirais, le contrôle indirect et direct sur ces États africains. Peut-être ce qu'on peut signaler, c'est à mon avis un des apports de ce livre, et je le dis d'autant plus tranquillement que c'est pas moi qui ai apporté ça dans cet ouvrage, c'est que la France-Afrique se met en place bien avant 1958, bien avant le retour de Gaulle. Elle est théorisée, pensée par des personnages majeurs de la 4e République. François Mitterrand en fait partie. Et il y a finalement, De Gaulle ne fait que mettre en œuvre des choses qui sont pensées pour essayer de s'adapter à une contestation montante de la présence française coloniale. Et il y a un parallèle direct avec ce qu'on peut observer et ce qu'on disait tout à l'heure sur le sommet de Montpellier. Je trouve qu'on recule d'un siècle, quoi. À l'époque où en fait les droits sociaux c'était de la charité bourgeoise avec toute sa moralisation de la classe ouvrière qui s'accompagnait, et là on retombe là-dedans, c'est-à-dire qu'on a un siècle de conquête sociale avec contrôle des locataires sur le logement, contrôle des travailleurs sur la sécurité sociale qui a été balayé, et on en voit les effets, c'est-à-dire que maintenant toute une bourgeoisie locale et nationale s'arroge le droit de dire qui est un bon citoyen, qui a le droit ou non de bénéficier des droits, et on se retrouve avec Hanouna comme petit tribunal médiatique disant si les gens sont moraux ou pas, s'ils ont le droit d'être logés décemment ou pas. Cette question de l'assistanat, un thème de droite, c'est Reagan aux États-Unis qui finalement crée cette rhétorique au début des années 80, qui s'est infiltrée dans l'imaginaire de beaucoup, y compris à gauche. Vous avez parlé d'Hanouna justement. En tout cas, c'est une émission extrêmement populaire, regardée par plein de gens de tout milieu et de toute affiliation politique ou pas d'ailleurs. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, une bataille perdue totalement? Oui, complètement. Elle est perdue sur beaucoup de plans. Et la gauche, en tout cas dans ses composantes institutionnelles, a une énorme responsabilité là-dedans. La gauche a été un moteur de la perte de cette bataille. Parce qu'en fait, les gouvernements de gauche, ces dernières années, sont allés tout à fait dans cette logique-là. On pas rompu avec cette logique-là. Et moi, je trouve qu'on n'a pas de force de gauche, ou on en a peu, en tout cas, qui parlent clairement, qui vont clairement contre cette logique. Vous avez plein de responsables de gauche qui vous disent il faut gagner la bataille culturelle, c'est ça le but, la guerre des idées, tout ce qu'ils veulent. Mais derrière, ils vont parler du coût du travail, ils vont parler des charges sociales, ils vont employer tout le vocabulaire en fait de la classe dominante, ils vont avoir aucune distance par rapport à ça, ils vont dire entrepreneur plutôt que patron, et donc ils abandonnent sur le plan des mots, mais aussi sur le plan des idées. Et sur l'assistanat, on est là-dessus. Non, moi je crois que j'ai lâché l'affaire, je ne vais pas parler au nom des gens. Moi je pense en tout cas qu'à force moi aussi j'ai voulu sauver, distinguer la vraie gauche de la fausse gauche, distinguer la gauche dans la société de la gauche en politique. Et moi je pense qu'en fait ce terme il est repoussoir parce qu'il
il est aussi synonyme de trahison, il est synonyme de défaite. Et moi, je pense qu'en fait, il dit plus grand-chose du point de vue du clivage idéologique, puisque précisément, il n'y en a pas forcément, comme on l'a vu et comme on le voit encore avec beaucoup de candidats de gauche. Donc nous, par exemple, à la rédaction de Frustration, en fait, de plus en plus, on se positionne par rapport à un clivage de classe. On estime que la société est divisée en classes, qu'elle présente, selon les classes sociales, des idéaux différents, des principes différents, et que nous, c'est dans ce clivage-là qu'on s'inscrit, et que le clivage gauche-droite, finalement, a été entièrement monopolisé, finalement, par la classe dominante, par la bourgeoisie, et du coup, ça explique pourquoi les classes laborieuses ne s'y retrouvent plus. Et je pense que c'est une bataille perdue, et j'irai pas me battre pour un mot quand on perd autant en le faisant, en fait. Vous dites dans un texte récent, quand le discours politique le plus radical dont on dispose, c'est « il faut taxer les riches », c'est le signe qu'on a perdu tout discours offensif quant au pouvoir de la classe bourgeoise. Vous dites qu'il faut assumer une guerre de classe. Oui, je pense que... vous vous sentez représenté aujourd'hui dans l'espace politique non, très peu. En fait, si vous voulez, dans ce qui reste de la tradition d'aller vers une société sans classe et de sortir du capitalisme, ce qui a été porté par le mouvement ouvrier pendant longtemps, il en reste les morceaux sociodémocrates. Par exemple, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est un programme social-démocrate conséquent, effectivement, qui veut améliorer le capitalisme, et éventuellement en sortir à long terme, mais en tout cas qui est dans cette perspective-là. Et puis, sinon, effectivement, il n'y a plus vraiment d'organisation forte et qui tient un discours décomplexé sur, oui, on vivrait mieux dans une société sans classe, et on vivrait mieux en sortant du système capitaliste. Et c'est d'autant plus vrai avec la crise écologique. Et quand je dis que c'est dommage que la taxation, ça soit le plus à gauche ou le plus radical dont on dispose, parce qu'en fait, c'est très peu radical. Radical, c'est prendre les choses à la racine, et la racine, elle est au moment de l'exploitation du travail des autres et de l'extraction de richesse qui en ressort. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer, selon moi.